Nous sommes le lundi 21 décembre. Un grand merci pour votre mobilisation de fin de semaine. Cependant, nous ne sommes pas encore sereins parce qu'il nous manque en vérité plusieurs mois de budget. Alors mon appel devient forcément urgent. Il reste quelques jours, une grosse semaine, pour atteindre les objectifs financiers qui assureront la survie de votre chaîne en 2021. Notre budget annuel est à nos yeux important en réalité. Il ne représente non pas 3 mois, pas 3 jours, pas 3 heures, mais 2h20 de programme de France Télévisions financé par vos impôts. Avec beaucoup d'ingéniosité, la première chaîne audiovisuelle alternative de France poursuit sa progression et se renforce, touchant dorénavant des millions de visiteurs uniques. Soutenez le projet de TV Liberté en faisant un don défiscalisé impérativement avant le 31 décembre. Aidez-nous tout de suite ensemble pour nos libertés. Frappons plus fort. Bonjour Patrick Loiseau. Bonjour. Vous venez de publier Riposte laïque, l'islam, nouveau cancer du monde ouvrier, et on va en parler, car comment un militant d'extrême gauche trotskiste passé par l'OCI, qui ne cache pas son appartenance à la 4e internationale et à toutes les références qui vont avec, en vient à publier un ouvrage chez Riposte laïque, chez Pierre Cassan. Si vous voulez, je sortais, quand j'ai écrit ce livre, je sortais d'une période où j'avais déjà écrit plusieurs livres précédemment, dans l'année précédente, sur les Gilets jaunes, puisque j'avais participé au mouvement des Gilets jaunes, et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de questionnements, disons, qui ont émergé au cours de cette période militante, et j'ai voulu, en regard de ce questionnement, éditer, pour de vrai, j'allais dire cette fois-ci. Et donc, j'ai proposé ce livre, lorsqu'il a été fini, à un certain nombre d'éditeurs dits normaux, entre guillemets, qui étaient plus proches de ma famille politique, enfin, du moins c'est ce que je pensais, mais qui ont refusé le livre. Et à un moment donné, j'ai été voir si effectivement Riposte laïque était ce que l'on disait, c'est-à-dire une sorte de campement de renégats fascistes, etc. Bon, j'ai pas du tout eu cette impression-là, et de même, j'ai interrogé un certain nombre de camarades, dont Zanaz et Wafa Sultan, qui avaient travaillé avec Riposte laïque, pour voir si effectivement c'était une maison d'édition qui pouvait être aussi comme les autres. Enfin, je connaissais le risque quand même. Oui, je me doute, l'islam, cancer du monde ouvrier. Est-ce que le terme cancer n'est pas outrancier, voire injurieux? D'autant plus que dans votre famille de pensée, la famille politique, la dénonciation de l'islamisme, c'est jamais. C'est-à-dire, il y a, lorsqu'on parle de famille politique, d'ailleurs, alors je suis trotskiste, mais il faut savoir qu'il y a 3 familles de trotskistes. Expliquez-moi, n'hésitez pas. Alors, il y a ceux qui parlent beaucoup de religion, il y a ceux qui n'en parlent pas, etc. Bon, il se trouve que moi, étant ce qu'on appelle un lambertiste, c'est vrai que c'est pas notre sujet le plus passionnant. On discute peu de religion, on discute pas du tout d'homosexualité ou de choses comme ça. On se cantonne à la discussion sur le politique, je dirais. Ce qui n'est pas le cas du tout du NPA ou même de lutte ouvrière. Bon, voilà. Vous me répondez, mais moi je vois bien quand même que le Parti des travailleurs, c'est comme ça je l'appelais du temps du vivant de M. Lambert, c'était quand même que toutes les religions étaient dangereuses, incompatibles avec les visées d'émancipation sociale, humaine du monde ouvrier. Et donc on ne parle pas de la religion du tout. Et là, vous transgressez la règle, ce qui est dans votre parti est mal vu. C'est-à-dire, il y a une sorte de pudeur politique de mon parti pour aborder certains sujets, parce qu'on sait très bien que d'une part ça divise la classe ouvrière, mais aussi parce que c'était pas le sujet sur le plan de la lutte contre en particulier le capitalisme.
Mais bon, de toute façon, un trotskiste, un marxiste dans le sens large, est toujours quelqu'un qui combat la religion. Donc, on ne peut pas être trotskiste ou même marxiste si l'on croit en Dieu ou si l'on croit en les paradis artificiels. Ça, je crois que c'est une. Mais jusqu'à présent, ça n'a jamais été une priorité, la lutte contre la religion. Pourquoi? Parce qu'il y avait quand même la laïcité en France et que le problème se posait que. Alors, c'est vrai qu'un certain nombre de trotskistes ont fondé, enfin, ont occupé, j'allais dire, la libre pensée. Donc, pour faire passer le message que la lutte contre le cléricalisme est toujours d'actualité. Mais disons que moi, personnellement, j'ai milité dans un cadre où c'était plutôt la question sociale qui primait. Pourquoi? Mais alors, dans ce cas-là, même si vous vous absteniez normalement de commentaires ou de polémiques sur le terrain particulier de la religion, pourquoi viser l'islam et non pas le catholicisme, le judaïsme, le protestantisme? D'accord. Bah, si vous voulez, je vais revenir à la période des Gilets jaunes. Moi, c'est là où comment dire, le problème s'est posé. Bon, il se trouve que j'étais dans un parti qui a subi une crise phénoménale en 2015, puisque ma famille politique a éclaté, ce qui était une première dans la 80 internationale, puisque contrairement à d'autres mouvements, bon, on était très unis depuis les années 40, on va dire. Et puis, cette crise de 2015 a révélé deux mouvements qui étaient un petit peu antagoniques au sein du trotskisme. Donc, il y a eu l'ancien Parti des travailleurs, dont je revendique d'ailleurs l'affiliation complètement, et j'aimerais aujourd'hui d'ailleurs que le Parti des travailleurs existe encore, bon, a hérité, comment dire, a hérité de deux courants, qui s'appelle aujourd'hui le POI d'une part, et ensuite le POID dont je suis membre. Bon, le POI est quand même, j'allais dire, de mon point de vue, c'est un parti qui maintenant est complètement afféodé aux appareils, et en particulier la force ouvrière. Bon, c'est-à-dire que nous, on a tendance à les appeler un petit peu comment on peut dire, les syndicalo-trotskistes, cependant qu'eux nous traitent de révisionnistes. Bon, enfin bref, c'est une grosse discussion, mais elle n'est pas du tout intéressante. C'est sympa chez vous. Comment? C'est sympa dans votre famille. Mais bon, chez les trotskistes, ça a toujours été ça. Vous connaissez l'anecdote. Hein, un trotskiste crée un parti, deux partis créent une internationale et trois trotskistes font une scission. Bon, c'est ce qu'on dit. Bon. Chez nous, c'était pas tellement le cas chez les Lambertistes parce que c'est un parti qui est quand même assez rigide, et tout axé, disons, sur. D'ailleurs, c'est le parti le plus discret et le plus secret des trois familles politiques, alors que c'est le plus important en nombre et en action. Est-ce que, et je reviens sur cette question de l'islam maintenant, est-ce que vous pensez que dans le milieu qui est le vôtre, il y a une prise de conscience? C'est-à-dire qu'à l'époque des Gilets jaunes, un mouvement dans lequel moi j'avais migré, contrairement à l'avis de mon propre parti, le POID, qui se méfiait des Gilets jaunes en considérant que notre drapeau était rouge et pas d'une autre couleur. Bon, il se trouve que pendant le mouvement des Gilets jaunes, j'ai assisté à cette sorte de débat qu'il y avait entre le Rassemblement national et la France insoumise. Puisque dans nos assemblées, j'étais moi-même administrateur de plusieurs groupes, je militais donc activement au sein des Gilets jaunes. Il se trouve que je voyais bien la distinction qu'il y avait à faire entre un militant comme moi, par exemple, qui se battait sur le terrain de les retraites, etc., la défense du secteur hospitalier, et la France insoumise qui était sur un autre discours, un cycle vert. Bon. Et à un moment donné, bon, j'ai assisté comme beaucoup à ce qui s'est passé, donc par exemple au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Ça a commencé un petit peu comme ça. On a vu cette femme voilée là, qui a fait irruption dans un habit salafiste dans l'Assemblée. D'ailleurs, le Rassemblement national avait fait un scandale à propos de ça. Bon, j'avais vu les médias qui tout de suite attaquaient sur le Rassemblement national, mais pas du tout sur le fait que cette femme imposait finalement son habillement salafiste au sein d'une institution. Ensuite, il y a eu, et c'est ça a été le gros déclencheur, c'est l'attentat de Paris, de la préfecture de Paris, où il y a eu quand même, je crois, 4 morts. Bon, à partir de là, je me suis dit, tiens, l'islam qui auparavant, avant, on baignait en une sorte de jus où on disait, bon, après tout, on peut être croyant, bon. Mais là, on s'apercevait en fait qu'il commençait à y avoir quelque chose d'organisé, d'extrêmement dangereux en France.
Et disons que et se révéler encore une fois que ce qu'on appelle la gauche, y compris l'extrême gauche, était de plus en plus en collusion avec ce, non pas en collusion directe avec le mouvement, mais le couvrait en tout cas. Et je pense que c'était vrai dans ma famille politique, mais aussi dans toute la gauche, hein, puisqu'on bon, on peut reprendre toutes les déclarations du PS, du PC, du NPA, de la France Insoumise, etc. Depuis, on va dire, un an ou un an et demi. Bon, il y a une sorte d'aveuglement idéologique sur les menées islamistes en France. Alors voilà, donc moi il y a eu l'attentat. Alors je regarde un peu mon papier parce que il y a eu l'affaire Mila, oui, en janvier 2020, je vois son papier là. L'affaire Mila aussi m'avait, comment dire, m'avait heurté, puisqu'on voyait à nouveau, bon, c'était la suite de alors la préfecture de Paris, c'était le 3 octobre, l'affaire Mila, janvier 2020, et la position, alors la position, par exemple, de la France Insoumise, qui a eu, comment dire, a existé pendant plus d'un an, où on a vu la France Insoumise, qui au sein des Gilets jaunes, par exemple, commencer d'une part, comment dire, a mis en avant la question des élections en disant bon bah il faut absolument se préparer aux élections, etc. Et là ils ont mené une bataille anti-Front National. Alors que leur position par rapport à l'islam était au contraire de nature à diviser leurs propres électeurs, qui du coup se retrouvaient plus enclins à aller voter Rassemblement National qu'à voter pour eux-mêmes. D'ailleurs, on a vu la débâcle de la France Insoumise à ce moment-là. Est-ce que vous acceptez le terme écrire le bouquin. Est-ce que vous acceptez le terme islamo-gauchiste quand on parle des gens, notamment de la France insoumise? Est-ce que ce terme-là, vous le faites vôtre aussi? Ah oui, oui, complètement, mais pas que la France insoumise. Hein. Là, c'est une socialiste, la maire socialiste de Rennes, Nathalie Appéré, là, qui ouvre des piscines, qui autorise le burkini dans la piscine, qui offre des millions à l'école maternelle musulmane de coin, islamique, et qui pourtant était contre le Tour de France parce qu'elle estimait que ça donnait une image dégradante de la femme, etc. Bon, si vous voulez, ça c'est le PS. Le PC, c'est encore autre chose, mais le PC également, on peut considérer, non pas comme islamo-gauchiste, mais islamo-communiste, évidemment. Et moi, je dirais qu'ils sont tous, en tout cas, comment dire, ils sont tous islamo-empêtrés, en tout cas, on peut dire. Hein. Et le NPA encore plus, puisque le NPA ose faire comment dire, tranquillement faire la promotion de listes. On voit des gens avec le foulard, le hijab, etc. Bon, là, oui, moi je récuse pas ce terme, bien que dans mon propre parti, le problème se pose pas tout à fait. Bien qu'ils aient participé en partie à la marche contre l'islamophobie, donc il y a un an, c'était quand déjà, au mois de novembre, le 10 novembre 2019. Alors je ne sais pas si je me fais bien suivre, hein. J'ai beaucoup parlé des Gilets jaunes, mais c'est pendant le mouvement des Gilets jaunes que, disons, oui, prise de conscience. J'ai ressenti la nécessité d'être d'une part de montrer quel était comment dire, le chemin vers lequel allait la France insoumise, qui auparavant était apparu comme laïque, de gauche, etc., qui aujourd'hui apparaît plutôt comme un parti plus ou moins collaborationniste, puisqu'ils ne condamnent plus l'Union européenne, par exemple. Ils sont pour la refonte des traités, mais pas pour quitter l'Union européenne. Et puis d'un autre côté, ils défendent bec et ongle, ils défendent l'islam en confondant tout à fait islam et en faisant eux-mêmes l'amalgame finalement entre islam et islamisme, quoi. Puisque pour eux, c'est la même chose. Je poursuis mes questions, Patrick Loiseau. J'ai trouvé une question pour vous faire plaisir. Je vais vous citer Marx. Marx dit « L'oppression des femmes est la marque de toute société de classe ». Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'oppression de la femme passe aussi par l'islamisme qui oppresse la femme, notamment dans l'entreprise? Ah oui, bah là, il suffit de lire le Coran, je pense. Bon, parce que le pire, c'est qu'aujourd'hui, bon, le Coran est la seule référence qui existe pour un musulman pour, comment dire, apprécier ce qu'est la société française. Et donc, si on lit le Coran, ben, on a le droit de battre sa femme. On a le droit, elle ne représente pas la même chose du point de vue de l'héritage. Elle doit s'effacer devant l'homme qui lui dirige, etc. Bon, on a quand même dans le Coran tout un tas d'articles comme ça qui existent.
Et puis on le voit aussi en fait dans les quartiers, tout simplement. Hein. Quand une femme en mini-jupe se balade, et puis que on voit les jeunes des quartiers qui souvent sont téléguidés par les salafistes qui commencent à traiter les femmes de tous les noms. Bon. Mais est-ce que à chaque fois, vous n'êtes pas déçu, surpris, choqué par la réaction des femmes, des femmes ouvrières qui restent encore en France et qui ont tant œuvré en France pour leur émancipation sociale et qui aujourd'hui se taisent? Oui, mais enfin, je pense pas que ça soit toutes les femmes, hein, parce que, vous voyez, moi, j'ai eu des discussions avec un groupe femme qui s'appelle Solidaire en Charente, là où je suis. Hein. Et au départ, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de discussions. C'était l'homme blanc habituel qui était le prédateur, hein, un peu ces mouvements MeToo, tout ça. Bon. Et puis finalement, lorsqu'on parlait de la réalité, par exemple, de ce qu'imposait l'islam, ou tout simplement la réaction de jeunes des quartiers pas du tout éduqués qui ont des mots très grossiers à l'encontre des femmes, bon, à chaque fois, ils nous accusaient de racisme ou de choses comme ça. Bon, et je vois que ça a évolué depuis l'affaire Samuel Paty, quand même. C'est-à-dire que les discussions que j'ai maintenant avec certains féministes, qui avant étaient ce qu'on appelle les néo-féministes, quoi, les néo-féministes qui sont à la source anglo-saxonne, même ceux-là commencent un petit peu à changer. Par contre, les anciennes féministes qui, elles, étaient au coude à coude avec les travailleurs pour défendre ensemble leurs revendications, celles-là n'ont jamais changé d'optique, mais on n'en parle que. Est-ce que, en fait, la différence entre vous, Patrick Loiseau, et l'ensemble de ce qu'on appelle l'extrême gauche, c'est que vous considérez que la laïcité n'est pas amendable, il n'y a pas de laïcité plus ouverte possible. Vous voulez au contraire une remise en cause de la loi de 1905 en la renforçant, cette loi de 1905. Oui, certainement pas la remettre en cause parce que, effectivement, l'amender dans un sens positif, ce n'est pas la. À la limite, la laïcité aurait été. Dans un sens positif, l'article 2, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Bon, je ne peux pas vous dire que c'est particulièrement positif. Non. Est-ce que c'est très positif, ce renforcement de la loi de 1905? C'est-à-dire que moi, je pense que la loi 1905 aujourd'hui, elle doit être appliquée strictement. Et que si elle avait été appliquée strictement dès le départ, à la limite, l'islam n'aurait pas abouti à toutes ces revendications musulmanes. Puisque c'est à chaque fois que la laïcité a reculé en France que l'islam s'est intégré, s'est fait un chemin, disons, dans les revendications. Et je dis bien l'islam, je ne dis pas l'islamisme, parce que l'islamisme, c'est ce qui est arrivé après, avec le djihadisme, les attentats, la violence, etc. Mais au départ, il y avait quand même le problème de l'islam, je dirais modéré, qui a voulu imposer ses us et coutumes à la République française. Et il y a eu quand même l'affaire de Creil avec Jospin, qui était d'ailleurs un autre trotskiste, hein, un trotskiste de chez nous en plus. Bon, il y a eu beaucoup de traîtres chez les trotskistes, de toute façon. Alors, il y a eu enfin bon, j'ose pas prononcer des mots comme ça, mais c'est vrai que en 89, il aurait suffi de dire application stricte de la laïcité, pas de foulard dans l'école de la République, et à la limite, les musulmans auraient continué à épouser plus ou moins les valeurs françaises. Or, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les islamistes ont trouvé un créneau à partir duquel s'infiltrer, et aujourd'hui, on voit très bien en France, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe absolument partout, puisque à chaque fois que je cite un exemple, par exemple, de violation de la laïcité. C'est à une époque, ça a commencé quand même avec la gauche en 1900. Donc à partir de 84, il y a eu les aumôneries qui ont été mises en place. Il y a eu le financement de l'école sous contrat. Il y a eu un certain nombre de choses. Bon, c'est vrai qu'avant il y avait eu la loi Lebray, etc. Maintenant, il y a le financement aussi par les municipalités des écoles privées. Tout ça, c'est un recul de la laïcité qui fait que, évidemment, les musulmans ont beau jeu, enfin les musulmans ou les islamistes, les salafistes ont beau jeu
d'expliquer, bah oui, mais à partir du moment où vous n'appliquez pas la laïcité pour votre propre gouverne, il n'y a aucune raison que nous, on ne soit pas reconnus avec nos écoles, etc. Quoi. Et ça, c'est vrai que c'est pour ça que moi, j'ai abordé le bouquin sous l'angle plutôt de la laïcité, c'est-à-dire en disant qu'il faut l'appliquer strictement. Bon, maintenant, oui. on est arrivé à un stade qui est tellement prononcé aujourd'hui qu'il n'est ça ne suffit plus de simplement appliquer la laïcité, d'autant plus que même la libre pensée n'existe plus en tant que référence, je dirais. Maintenant, on est arrivé dans une bataille idéologique qui est telle qu'on court à la guerre civile. Moi, je le sens un peu comme ça. Donc, si on veut réagir politiquement, on est bien obligé de prendre des mesures. Alors, est-ce que ça va passer par un renforcement de la loi de 1905 ou est-ce que ça peut passer par d'autres créneaux? Bon, je pense que la discussion, elle doit se faire avec le peuple français. Article 2 bis proposé par vous, le périmètre de l'application de la loi de la laïcité est étendu à la voie publique et à tous les lieux de travail. Donc, il n'y a pas de voile sur la voie publique. Ah oui, alors là, c'est vrai que là, je risque de faire bondir un certain nombre de camarades. Hein. Mais moi, je suis effectivement pour l'extension. Pourquoi? C'est parce que si je reprends tout simplement la vie qu'on avait, nous, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, on avait des copains arabes, on avait des copains musulmans, on avait des copains espagnols, grecs, tout ce qu'on veut. Bon, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de problème de discussion entre nous sur la question de la religion, ou très peu, ou du moins on en rigolait philosophiquement, on pouvait même lire tout Charlie Hebdo, etc. Et enfin, du moins à partir des années 70, ça n'existait pas avant. Et mais ce qui se passait, c'est qu'il y avait une paix entre nous, grâce à la loi de 1905, et grâce au fait qu'on ne permettait pas que ça devienne public, la religion. Ça revient à la question de ce que dit Zemmour, on va me reprocher de citer Zemmour, mais c'est quand il parle de discrétion. Discrétion, effectivement, la religion, les religieux qui respectent la laïcité sont discrets. Or, la religion musulmane n'est absolument pas discrète, elle l'est de moins en moins. Donc, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, si on veut revenir à un cadre qui soit ce qu'a connu l'Église catholique, enfin les catholiques et les protestants avec la loi de 1905, ça serait de revenir à un cadre contraignant pour la religion musulmane, effectivement. C'est-à-dire, soyez discrets et vous pourrez continuer à exister, il n'y a aucun problème. Ça, pourquoi est-ce qu'ils devraient nous imposer le voile dans la rue? Pourquoi le halal, c'est-à-dire la cruauté animale? Pourquoi les espaces réservés aux femmes dans les piscines, etc., etc. Bon, toutes ces revendications-là sont inacceptables du point de vue de la République et de la laïcité, quoi. Et sont un danger aussi pour le mouvement ouvrier, bien sûr. Patrick Loiseau, avec ce livre, avec vos propos, est-ce que vous pouvez continuer à vous revendiquer militant trotskiste? Est-ce que finalement vous poursuivez ce bel isolement seul, ou est-ce que vous n'avez pas envie de quitter les camarades pour aller voir des compagnons, d'autres camarades, d'autres partis ailleurs? Non, parce que alors là j'ai beaucoup réfléchi au problème, c'est-à-dire que si vous voulez, moi, le marxisme, c'est d'abord une conception philosophique du monde. Hein. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on reconnaît la lutte des classes. Ça veut dire qu'on est pour une société débarrassée du capitalisme. Donc, on peut dire, grosso modo, contre l'injustice, etc. C'est aussi une méthode, une analyse philosophique qui consiste à dire, le particulier dépend d'abord du général. Hein, c'est le matérialisme. Donc ça, je pense que je ne peux pas devenir autre chose que marxiste. Maintenant, le trotskisme aussi, alors là, c'est plus compliqué, parce que certains trotskistes purs et durs, surtout chez nous, hein, diront, ah bah oui, mais tu peux pas être trotskiste en même temps si tu fais plus tes réunions de cellules, par exemple. Bon, argument, etc. Bon, moi, je me considère trotskiste dans le sens où, comment dire, la validité de ce que disait le programme de transition que j'ai ici, là, est toujours valable. C'est-à-dire que le problème numéro un qui est cité dans le programme de transition de 1938, donc de Léon Trotsky, c'est de dire que la crise de l'humanité se résout à la crise de la direction révolutionnaire. Alors ça paraît très théorique, mais on le vit en pratique tous les jours. C'est-à-dire que quand on veut, par exemple, comme il y a un an, 5 décembre 2019, lorsqu'il y avait les manifestations dans la rue, et qu'on sentait que le mot d'ordre de grève générale était possible, on s'est tourné vers la direction syndicale
en particulier FO et CGT, en disant ça y est, c'est le moment, vous pouvez y aller. Si vous appelez à la grève générale, les gens vous suivront, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Bon, et qu'est-ce qu'il y a eu comme réponse? C'est que les FO s'est couché, ou était quasiment inexistant, et la CGT s'est battue contre, c'est-à-dire a fait le coup de 68, de 45, c'est-à-dire il faut combattre la grève générale. Bon. Et c'est là que nous, on dit qu'effectivement, le problème de la révolution, finalement, dans son entier, c'est que s'il y a une direction révolutionnaire qui est toujours debout et qui est, comment dire, honnête, on peut peut-être changer le monde. Mais si cette direction, comment dire, se couche devant les intérêts du capitalisme, c'est pas la peine. Et on pense, nous, réellement que, enfin, on pense, tous les trotskistes, hein, qu'ils soient comme moi ou qu'ils soient comme les autres, on pense quand même qu'aujourd'hui, le problème numéro un, c'est les directions révolutionnaires, c'est-à-dire les directions syndicales et les directions des partis, qui tous, peu ou prou, disons, acceptent le cadre fixé par le capitalisme. Et là, on peut le voir facilement avec Mélenchon qui accepte le diktat de l'Union européenne, qui vote comme les autres, comme le PC, le PS, les 560 milliards qui ont été filés au patronat avant la crise, qui accepte qu'aujourd'hui on réduise même les libertés. Ils vont manifester demain. Moi-même, je devrais manifester demain. Mais ils vont manifester contre la loi de sécurité globale, mais d'une certaine manière, ils acceptent les remises en cause du Code du travail, ils acceptent que les salariés soient obligés d'aller travailler, quelles que soient les conditions, etc. etc. Donc, ça c'est inacceptable. Merci beaucoup, Patrick Loiseau. Je rappelle votre ouvrage « L'islam, nouveau cancer du mouvement ouvrier ». Vous êtes trotskiste, fier de l'être, et j'étais très heureux de pouvoir vous donner la parole sur TV Liberté. Je vous remercie.